optimiser le temps d'entraînement. Je pense que quels que soient les niveaux, et j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns, on n'a jamais le temps de travailler tout ce qu'on voudrait. Et voilà, je pense que c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir, et sur le peu de temps qu'on a, on doit essayer de le rentabiliser au maximum. Donc voilà, simplement sur mon cursus, moi je suis du Nord, je suis parti faire mes études à Dijon, et puis à un moment donné j'ai trouvé un job d'assistant et préparateur physique au Portel en N1. Et en parallèle de ça, on avait l'équipe de jeunes. Et au bout de 2 ans, on est monté en Pro B, et l'objectif du club a été d'avoir un centre de formation, de le faire agréer. Donc je me suis retrouvé à prendre l'équipe 2 du club, qui était en promo région à l'époque, avec l'objectif de faire 2 montées en 3 ans, de structurer le club, d'avoir les jeunes, etc., pour pouvoir monter. Donc si vous voulez, je me suis retrouvé avec un groupe à faire monter, avec 2 entraînements où j'avais tout le monde, donc 2 entraînements d'1h30 par semaine. J'avais un groupe hétérogène avec des anciens, je vais les appeler les anciens, c'est mieux que les vieux. Alors des gens qui étaient, qui travaillaient, qui avaient un boulot, une vie de famille, etc. Et j'avais l'autre moitié de l'équipe qui étaient des gamins de 17, 18, 19 ans, qui débordaient d'énergie et que je pouvais avoir un petit peu plus souvent sur des entraînements, sur des créneaux un peu plus tôt dans l'après-midi. Mais bon, globalement, le cœur de mon groupe, le cœur de mon équipe, je pense que c'est un peu comme vous avez, vous, toutes les semaines, j'avais 2 fois 1h30 d'entraînement. Et quand on a 2 fois 1h30 d'entraînement, c'est jamais compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on peut aborder aux entraînements. Il y a les fondamentaux individuels, tout ce qui est dextérité, parce que je pense que jeunes comme anciens, comme les musiciens, on doit répéter ces gammes. Et qu'à un moment donné, c'est important que chaque semaine, vos joueuses, c'est ça, vous entraînez tous des filles, c'est ça? Voilà, elles aient la capacité à manier le ballon, à garder cette dextérité. Le travail des tirs près du cercle, le travail spécifique, le post-up pour les intérieurs, le travail de prise des pick and roll, par exemple, sur les joueuses extérieures, pardon. Le travail des feintes, etc. Donc ça, c'est un premier thème qu'on doit aborder, et je pense on ne peut pas en déroger. Il y a le travail de l'adresse, parce qu'on peut avoir les meilleures formes de jeu du monde, une bonne défense, si à un moment donné, on ne met pas les paniers, c'est compliqué de gagner un match. Il y a bien évidemment le jeu rapide, qui est une clé dans le jeu actuel, et de plus en plus, on est sur un jeu de vitesse, un jeu de transition, parce que c'est ce qui nous permet de gagner les matchs, parce que les défenses sont de plus en plus organisées, et sur le demi-terrain, ça devient compliqué, donc il faut être performant sur le jeu rapide. Une thématique qui est importante aussi pour moi, c'est le pré-collectif, tout ce qui est travail de 3 contre 3, 4 contre 4, pour permettre à vos joueuses de toucher souvent la balle et de vivre plus souvent les situations, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire que du 5-5. Et je prends toujours l'exemple de l'attaque de zone. Moi, je demande à mes équipes de mettre la balle dedans. Parce que le basket, que ce soit en féminin ou en masculin, quand les grands ils ne touchent pas le ballon en attaque, sur une attaque de zone, généralement de l'autre côté du terrain, ils mettent un peu plus de temps à revenir, ils mettent un peu moins d'énergie en défense, et puis on prend des paniers dans la figure. Donc voilà. Par contre, si on est sur du 3-3, vos grands ils vont toucher les ballons, ils vont être contents, etc. Donc tout ce qui est pré-collectif, et après le travail de physique. Le travail de 5 contre 5, on est obligé d'en faire forcément sur nos 3 heures d'entraînement. Et ce que je disais, le travail tactique. Parce qu'il y a 2 types d'entraîneurs, enfin 3. Ceux qui travaillent que sur soi, quelle que soit l'équipe adverse, on impose notre jeu. Ceux qui aiment bien faire déjouer l'équipe adverse et qui travaillent énormément sur l'équipe adverse, sur du scouting. Et puis tu as ceux qui font un petit peu on va dire le 50-50, qui travaillent en partie et principalement sur eux, mais qui essayent aussi à un moment donné de travailler un petit peu tactiquement sur ce qu'ils vont avoir le week-end. Donc ça fait beaucoup de thèmes à aborder en très peu de temps. Donc à un moment donné, il faut, voilà, comment est-ce qu'on va réussir à un moment donné à hiérarchiser les contenus, à fixer des priorités et à essayer à un moment donné de travailler un maximum de choses en gardant une continuité, une cohérence. Donc ça, c'est la première problématique. Ensuite, la deuxième problématique, c'est quel type de population vous avez. Si vous avez une équipe
avec 10 filles voilà, qui ont 30 balais, qui sont là pour s'amuser, pour se maintenir à un niveau de jeu et prendre du plaisir. Vous n'aurez pas les mêmes séances à préparer que si vous avez une équipe avec des gamines de 17-18 ans dans un projet club sur 2-3 ans, de faire évoluer l'équipe, etc., etc. Donc ça, la population que vous avez, c'est aussi un facteur qui doit rentrer en ligne de compte dans vos conceptions de séances et comment vous allez optimiser le temps que vous avez. Le troisième point qui est important, c'est quels sont vos moyens humains, logistiques. C'est des choses simples, nombre d'entraînements que vous avez. Est-ce qu'à un moment donné, et j'y reviendrai plus tard, vous avez accès au tableau pour pouvoir mettre 5 minutes de temps de jeu, des choses comme ça. Est-ce que vous avez cette logistique-là? Est-ce que vous avez de la vidéo? Est-ce que vous filmez vos matchs? Est-ce que vous avez les matchs de l'adversaire? Est-ce que vous en faites avec vos équipes? Est-ce que vous faites du scouting? Encore une fois, ça peut être simplement mes premières années en promo région, excellence région, prénat. Souvent, il n'y avait pas les vidéos, c'était les coups de fil aux différents coachs. On avait les journées de pré-saison, on s'échangeait les numéros et puis on essayait de savoir un petit peu les 2-3 points forts de l'équipe adverse en attaque et en défense. Et on travaillait à un moment donné là-dessus. Donc ça, encore une fois, je vais vous donner quelques pistes des choses que moi je faisais dans un cadre qui était le mien. Mais en fonction du public que vous avez, des moyens que vous avez à disposition, des créneaux horaires, forcément, c'est à vous de l'adapter. Quel est le contexte? Alors, quel est le projet du club? Quand vous allez arriver pour préparer une semaine, est-ce que vous avez fait un bon match le week-end d'avant, un mauvais match? Est-ce que vous allez jouer une équipe qui fait 40 minutes de zone systématiquement? Puisque en région, ça arrive. Hein. Moi, j'ai fait une saison de région, j'ai joué 35 matchs, j'ai eu 40 minutes d'homme à homme. Bon, c'était pas trop difficile pour travailler. Je savais forcément, dans ma semaine, j'avais au minimum une bonne demi-heure d'attaque de zone parce que voilà, tous les week-ends, j'en mangeais. Bon, qu'on ait bien joué ou mal joué, je savais que le week-end, on allait se taper 40 minutes de zone. Ça fait partie des spécificités qu'on peut avoir à un moment donné sur certains niveaux de jeu. Donc voilà, quelques pistes. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à travailler, avec des contextes un peu différents. La première chose, je pense que votre séance, elle doit être composée d'un thème, 2 thèmes maximum. C'est-à-dire que les séances, ce qu'on appelle un peu ça de fruits, on va mettre du tir là, de la défense là, de l'attaque de zone. Si vous avez trop de thématiques sur une seule séance, à vouloir tout travailler, vous ne travaillez rien. Et donc je pense que la première des choses, et c'est pas évident, ça veut dire quand vous préparez votre semaine d'entraînement, vous devez être capable de faire des choix, de les assumer et de fixer des priorités. Et c'est jamais évident. Mais à un moment donné, voilà, vous pouvez avoir deux thématiques très différentes. Vous pouvez travailler sur la première partie d'entraînement, 45 minutes, 1 heure en fonction de vos besoins, le jeu rapide par exemple, ou le travail de la défense homme-homme. Et la dernière demi-heure, vous passez sur une thématique complètement différente, l'attaque de zone. Mais vous avez 2 thématiques bien distinctes et vous pouvez mettre en place et monter progressivement sur ce que vous voulez sur votre séance d'entraînement. Donc ça, c'est la première chose. Ne perdez pas de temps à vouloir tout travailler parce qu'au final, vous n'allez pas avancer. Il faut garder une ligne directrice. Dès l'échauffement, imprégnez vos joueurs du thème de la séance. J'ai été un des traumatisés du criss-cross. Voilà, je suis en thérapie depuis quelques années, mais j'ai vécu, allez, on va dire pendant 4-5 ans, voilà, 20 minutes de criss-cross, quel que soit l'entraînement, cadet, senior, 20 minutes de criss-cross, 2 à 3 fois par semaine. Donc vous calculez, ça fait un sacré paquet d'allers-retours en criss-cross, quelle que soit la thématique de la séance. À un moment donné, je pense qu'une des premières choses à faire, quand on a si peu de temps de travail, c'est d'arrêter les échauffements décontextualisés. Un échauffement pour un échauffement, pour moi, c'est une perte de temps. Il y a tellement de choses à travailler dès l'échauffement qu'il faut arrêter de faire un échauffement pour faire un échauffement. Ça, c'est quelque chose qui moi, m'avait marqué en tant que joueur et j'en avais discuté avec. J'ai eu la chance de discuter avec pas mal de gens et j'ai eu cette discussion notamment avec Ali Bouziane qui s'est mis à coacher, qui est un joueur qui a eu une belle carrière pro, qui s'est mis à coacher maintenant à Monaco sur le centre de formation et qui me disait, voilà,
Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai détesté les entraîneurs qui me faisaient des échauffements pour l'échauffement. Par contre, il dit, j'ai adoré les mecs qui, même si on était pro, voilà, on faisait du travail sur le pick and roll, on révisait nos gammes. Et je me suis dit, même un joueur comme ça, qui a 35 balais, qui a recommencé à jouer, qui continue à prendre du plaisir là-dessus, aime faire ce type de travail, les jeunes, ils en ont besoin, mais si même un joueur de 35 balais avec l'expérience qu'il a est encore demandeur de ça, c'est qu'on ne doit pas être si loin que ça de la vérité. Donc sur les échauffements, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais la première chose, c'est dès l'échauffement, vous travaillez. Donc, moi je vous ai dit, il y a vous pouvez faire du travail sur du 3 contre 0. Moi, c'est ce que je fais. Je fais énormément ça à Aix-Maurienne, des formations professionnelles. J'ai beaucoup fait au Portel aussi. 3 contre 0. Travail, voilà, on monte, travail en vague, travail autour du post-up. Qu'est-ce qu'on met en place? Passer, couper, rééquilibrer, etc. Et les joueurs s'échauffent, mais ils prennent aussi des habitudes. Et à un moment donné, c'est important. Voilà. Je mets la balle poste bas, je coupe ici, ça rééquilibre. Aller, retour. Et ça me permet de faire un échauffement qui est contextualisé. Derrière, dès que je passe sur le 5 contre 5, les joueurs ont des repères. Ils savent où on veut aller. Ça peut être à un moment donné, vous prenez un morceau de votre forme de jeu, parce que vous avez tous des formes de jeu ici. Mais qu'est-ce que vous recherchez sur les formes de jeu? Vous verrez tout à l'heure sur le terrain, nous on a mis en place, on avait un besoin par rapport à nos ailiers d'avoir un petit peu plus de rythme, un peu plus la balle dans les mains. Parce qu'on avait des joueurs comme Karim Atamna, comme Roca Souzas, qui sont des joueurs qui aiment manier le ballon et qui avaient besoin de ça. Et j'avais pas de pick and roll pour eux pour l'instant. On a mis un système en place, je l'ai pensé, et à l'échauffement, j'ai fait 2 équipes, et sur chaque côté, ils ont commencé à travailler là-dessus. Et on a contextualisé le truc. Et on a fait un échauffement de 15 minutes, vous allez le faire tout à l'heure pour les chanceux qui seront sur le terrain. Vous allez voir. Donc ça commence, c'est progressif, c'est sur du demi-terrain, mais à un moment donné, les mecs ont couru suffisamment, ils se sont mis en rythme, on a commencé le système et ils se sont retrouvés tout de suite. Et à un moment donné, moi, ça me permet d'échauffer les joueurs, de faire un travail technique, de faire un travail tactique, parce que forcément, sur les pick and roll, c'est une collaboration avec 2 joueurs, donc en fonction de la défense, on amène du contenu. Et ensuite, il y a un travail d'adresse, puisqu'on va avoir des tirs pour les extérieurs après dribble, des tirs pour les intérieurs après passe lobée, passe à terre, etc. Donc ça, c'est important. Dès votre échauffement, vous ciblez ce que vous voulez travailler. Vous prenez une partie d'une forme de jeu, d'une transition, quelque chose que vous voulez mettre en place, et vous le travaillez derrière. Pour en revenir à ma célèbre année à 35 matchs et 40 minutes d'attaque comme homme, tous les jeudis, j'avais mon échauffement basé sur de l'attaque de zone. On avait nos mouvements d'attaque de zone et nos intérieurs spécifiquement devaient recevoir les balles dans certaines zones et on les a automatisés. On a vraiment fait en sorte qu'ils aient des automatismes. Et je peux vous dire que l'année d'après, on était encore au niveau région, mais on a eu beaucoup moins d'attaques de zone parce que dès qu'il y avait une zone, 1 panier, 2 paniers, 3 paniers intérieurs. Et quand on attaque la zone et qu'on score à l'intérieur, ça fait mal. C'est-à-dire que les équipes adverses ont très vite arrêté de faire de la zone. Parce que pour eux, ils font la zone pour miser. Voilà. Ils ratent à 3 points, on gagne le match, ils marquent, on perd le match. Sauf que là, ça ne marchait pas puisqu'on arrivait à se servir dedans. Mais ça demande du temps. C'est-à-dire que j'avais fait ça pendant une saison, on avait gagné pas mal de matchs puisqu'on était monté. Mais ça demande du temps, ça demande voilà, encore une fois des priorités. Alors même si ça n'a pas marché un match, on a continué à y revenir, on a redonné 2-3 petites consignes. Et c'est ce qui est important, je pense, pour vous aussi, si vous voulez optimiser le temps de travail, c'est qu'à un moment donné, vous devez comprendre qu'il faut de la répétition. Et pour ça, il ne faut pas perdre de temps. Parce qu'en 3 heures, c'est vraiment trop peu. Ensuite, vous pouvez associer les thématiques. Je vous disais, avoir le chrono, c'est quelque chose de vraiment bien. Et nous, on avait fait ça comme ça. Donc, je vous dis, au Portel, on avait 2 créneaux. Le mardi, on faisait 15 minutes d'échauffement à base de tirs ou de fondamentaux individuels. Le mardi, on ne travaillait que sur nous. L'adversaire, on n'en parlait pas. On travaillait que sur nous. Après ces 15 minutes, on avait 20 à 25 minutes de jeu
de jeu rapide, on va dire. C'est-à-dire qu'on mettait le chrono et on commençait sur du 2 contre 2 en continuité. Donc j'avais souvent 12 joueurs. C'était un luxe, j'avais 12 joueurs. Donc 6 joueurs de chaque côté, 2 joueurs qui attaquaient, revenaient en défense, sortie de balle, récupération. Donc on faisait 5 minutes là-dessus et on avait mis le chrono, ils avaient 10 secondes pour prendre un tir. Donc vous faites le calcul, ils avaient un temps de travail, 2 temps de récup. Sur des temps très courts, puisqu'en général, sur du 2 contre 2 en continuité, en réalité, c'est un 2 contre 1 plus 1. C'est-à-dire que le tireur, il a forcément du retard. S'il y a une sortie de balle rapide, il y a un 2 contre 1 plus un joueur qui revient derrière. Et je peux vous dire qu'au niveau cardio, les mecs, ils s'en sont rendus compte assez vite, mais finalement, c'était un travail physique en même temps. Donc on faisait un bloc de 5 minutes sur du 2 contre 2, puis on faisait du 3 contre 2, puis on faisait du 3 contre 3. Donc, mon objectif, c'était de faire un travail sur du jeu rapide, mais avec une dimension physique. Et après, en fonction des séances, en fonction de mes besoins, par exemple, si je fais du 3 contre 3 et qu'on était dominé au rebond, je mettais en place des consignes. 3 contre 3, sans écran. Tir en moins de 14 secondes. Et par contre, j'avais mon assistant qui prenait, on avait un grand tableau, tous les rebonds offensifs concédés, un petit bâton. Et à la fin des 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes de travail, chaque équipe avait les sanctions par rapport au rebond off. Donc si vous voulez, on faisait notre travail physique, on était sur un travail où défensivement on était sur du duel, puisqu'il n'y avait pas d'écran. Tiens ton duel, communique, annonce les tirs, les écrans de retard. La sanction n'était pas une sanction énorme, hein, mais par contre, elle était systématisée, c'est-à-dire voilà, chaque rebond concédé, c'était 3 pompes. C'est pas énorme, sauf qu'à un moment donné, ça oblige les joueurs à être concentrés, ou les joueuses, à être concentrés sur une thématique bien précise. Donc on faisait notre travail physique, tout en étant focalisé sur un point. Ça peut être les balles perdues. Sur du 2 contre 2 en continuité, moi j'estime qu'à 2 contre 1 plus 1, il doit y avoir un tir à chaque fois. On peut rater un tir, ça arrive. C'est ma conception du basket. Un tir tenté vaut mieux qu'une balle perdue. Certaines personnes ne sont peut-être pas d'accord, mais moi c'est ça. Je préfère mourir à 20% au tir qu'à 80 et 25 ballons perdus. C'est ma conception. Par contre, à un moment donné, les joueurs le savaient. On faisait le 2 contre 2 et les mecs ils s'éclatent. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est rythmé, parce qu'ils ont souvent le ballon dans les mains, parce que voilà, c'est ce qu'ils ont besoin. Et notamment mes anciens, parce que c'était spécialement pour eux quand même que je le faisais. C'est-à-dire que les jeunes, je les avais 4-5 fois dans la semaine. Donc du cardio, du physique, ils en avaient. Par contre, mes anciens, à un moment donné, ça leur faisait. Voilà, c'était bien aussi pour eux de pouvoir se libérer du travail. Ils en avaient un petit peu ras-le-bol, il y avait les enfants, etc. Ils venaient, ils faisaient une vraie séance. Donc on faisait ces 25 minutes-là. Derrière, on faisait 15 minutes systématiquement 4 contre 4 défensif. Donc du pré-collectif. Soit sur du. Quand on était 12, c'était 4, 4 et 4 au milieu. Et on était sur du duel. C'est-à-dire qu'on était sur du demi-terrain, mais avec beaucoup d'intensité. Soit on était un petit peu moins nombreux, on faisait du demi-terrain aller-retour. Mais on avait un travail donc vraiment aérobie, on va dire, avant sur les 25 minutes sur les allers-retours. Et encore une fois, la différence entre un chrono mural et votre chrono au poignet, c'est de la logistique. Sauf que quand j'ai commencé au poignet et je l'ai fait après sur le mural, sur intensité, c'est complètement différent. Parce qu'à un moment donné, les mecs, ils ont des repères aussi et c'était important. Et on finissait sur du 5-5 sur nous, que sur nous, notre attaque, et on travaillait comme ça. Donc si vous voulez, les objectifs de nos séances du mardi, c'était de maintenir les vieux dans le rythme physique, mais aussi basket avec les fondamentaux, et de travailler sur nous, sur notre attaque à un moment donné. Et le jeudi, on faisait 15 minutes de tir par poste. Voilà. Jeu collectif sur l'équipe adverse pendant 20 à 30 minutes. C'est-à-dire que j'avais eu les collègues, je savais que l'équipe de Dourges, par exemple, faisait une zone 3-2 match-up. On travaillait 20 minutes de la 3-2 match-up. Alors, sous différentes formes. Soit on travaillait que sur cette 3-2 match-up et on était sur du demi-terrain. Soit à un moment donné, on mettait ce travail sur demi-terrain et on faisait un travail, on faisait une traversée de terrain derrière. Donc, par exemple, si c'était sur l'attaque adverse, voilà, on avait un meneur de jeu très fort, il fallait doubler sur le pick and roll. On travaillait là-dessus et l'objectif, si on faisait un stop défensif, bien évidemment, c'était de le transformer en panier facile sur du jeu rapide. Donc on était sur 20 minutes, on va dire, sur le travail de l'équipe adverse. Puis on finissait sur du 5-5 rythmé,
et les 10 dernières minutes de l'entraînement du tir en situation de fatigue. Donc c'était le canevas, on va dire le canevas habituel pour nous. L'objectif étant encore une fois d'essayer de rentabiliser au maximum les 3 heures de travail collectif qu'on avait dans la semaine. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis en place. Après, il y avait des... C'est très bien. En tout cas, pour moi, ça a très bien fonctionné. Par contre, il y a aussi une obligation, dès que possible, de casser les routines. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous, à chaque fois qu'il y avait les semaines où on n'avait pas de match, ça, on dégageait. Casser les routines, vous connaissez tous, ça peut être un échauffement à base de foot, un ultimate, des petits concours de tir, des choses comme ça. Nous, on faisait beaucoup de travail de jeu effectif réduit. Et ce qui marchait bien parfois aussi, c'était, voilà, le deal, c'était 45 minutes, vous travaillez pour moi, et 45 minutes suivantes, on faisait venir un arbitre, et il faisait ce qu'on appelle un scrimmage. Un petit match d'entraînement, on était sur le côté, on les laissait jouer, c'était les joueurs qui pouvaient demander le temps mort, etc. Et ça les responsabilisait un petit peu. Et tu as un côté ludique. Parce que, quel que soit le niveau, ils viennent à la salle, ils ont envie de faire du 5-5. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, si on leur laisse faire que du 5-5, il n'y a plus rien d'organisé, il n'y a pas d'intensité, c'est pas intéressant. Là, l'idée, c'était, ils travaillent beaucoup, il n'y a pas de match le week-end, ils doivent prendre du plaisir. Donc on casse nos routines. Et voilà, ça pouvait être le deal. Voilà, on faisait du travail de fondamentaux pendant 45 minutes. Alors, Guillaume Zazac, équipe de France, carrière pro, etc. Il faisait ces 45 minutes de fondamentaux. Par contre, derrière, qu'est-ce qui s'éclatait sur le 5-5 ? On faisait venir un arbitre du club. Il était content aussi parce qu'à un moment donné, il était mis un petit peu en avant. On se mettait à la table. Alors, on faisait des manches en X points, en 10 minutes. Ils se responsabilisaient parce que c'est eux qui demandaient les temps morts. C'est eux qui... Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils voulaient me faire de la zone. Voilà, ça leur appartenait. Mais à un moment donné, ils y ont eu le droit parce que le reste du temps, c'est carré, c'était hiérarchisé, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, quel que soit le niveau, les joueurs et les joueuses vont être demandeurs de ça. Et que si vous voulez avoir un groupe qui progresse, vous devez faire du travail collectif, mais vous devez aussi vous centrer sur les individus. Le fait de faire un échauffement sur des fondamentaux individuels, sur du tir, des choses comme ça vous permet aussi de donner à un moment donné des retours individualisés. Ça vous permet de mettre quelqu'un en avant. Et je pense que c'est important. Si vous faites juste 15 minutes de tir, 1h15 de 5 contre 5, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Puis il y a de la frustration aussi. Parce que quand vous allez sur le terrain, vous avez tous été joueurs ou joueuses, vous ne dépendez pas que de vous. Vous allez dépendre de ce que demande l'entraîneur, vous allez dépendre des partenaires, vous allez tous jouer avec un trou noir. Tu donnes la balle, tu ne le revois jamais, c'est assez frustrant. Voilà, donc si on veut prendre du plaisir, il faut aussi à un moment donné mettre un petit peu de variété. Donc on va vous montrer là, je vais essayer d'avoir 6 joueurs ou joueuses pour aller sur le terrain. Juste pour vous montrer 2-3 petites choses qu'on fait nous, qu'on a fait avec les U20 l'année dernière, qu'on a fait avec les pros, qu'on fait avec la N1 cette année, que Seb Boson fait avec la N3, pardon. Juste pour vous montrer ce qu'on peut mettre sur les échauffements et comment on essaye sur un certain temps donné de travailler plusieurs choses pour perdre le moins de temps possible. Donc est-ce que je peux avoir 5 personnes, même ça va suffire. Alors Mika ici sur ce qu'on appelle le elbow, enfin sur ce que j'appelle le coude de la raquette, là, le elbow, pour un petit écran ici. Rotation intérieure, 45 degrés son ballon. Le premier joueur de pick and roll, voilà, tu vas commencer ici. Et les 2 joueurs avec ballon à 45 degrés. Donc je vous ai dit, ça on avait mis en place. On avait décidé de mettre en place un nouveau système pour nos postes 2. Vous allez recevoir un écran dans l'axe, puis jouer un pick and roll. Donc on va jouer sur ça. Tu vas remonter, prends l'écran de Mika. Voilà. Tu reçois la balle dans l'axe. Voilà. Ce que je vais te demander ici, c'est si tu es sur l'axe central, simplement de venir feinter à l'opposé le temps que Mika vienne ici, à l'écran. Et pour l'instant, c'est jouer le pick and roll. Mika ouvre, il va loin dans son roll, passe à terre ou lob passe. Il score. Tu as fait la passe, sortie de balle tout de suite, enchaînement d'action.
rebond, gardez la balle en haut, passez. La rotation, tu as fait la passe, tu viens ici, tu pars sur le elbow, Béranger sur l'écran, et tu es en rotation. Donc nous, on faisait ça, vous voyez, il y a 5 joueurs, 2 intérieurs, 3 extérieurs, et on est parti là-dessus. Pour l'instant, c'est simplement, systématiquement, roll, lay-up du grand. On va voir un peu si vous êtes bon. Allez, go! Allez, ça enchaîne. Sortie de balle, j'ai fait la passe, sortie de balle. Enchaînez-moi les actions. Je ne vous demande pas d'aller vite, mais je vous demande d'être sur la continuité. Lob passe ou passe à terre. Ça enchaîne. Feinté à l'opposé de l'écran. Très bien. Ça enchaîne. Sortie de balle, sortie de balle. Alors top, vous voyez, sur un truc simple, tu fais la passe. Sortie de balle. Donc c'est pareil, ça peut être un truc tout bête, mais nous, on essaie d'automatiser. Rebond, sortie de balle. Rebond, sortie de balle pour les grands. Donc c'est important de travailler aussi ça. Allez, go, on enchaîne. Donc pour l'instant, on travaille simplement la relation extérieur-intérieur avec l'intérieur qui score. Ouais. Puis là, on a de l'intérieur de haut niveau. Allez, on y va. Go. Ouais, toujours feinté, très bien. Ok, top. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus précis. Tu vas venir ici, tu vas prendre la balle et tu vas me poser un dribble. Je veux que l'écran se fasse sur l'axe panier-panier. D'accord? Passe, attire le défenseur, voilà. Et là, tu vas venir réattaquer, toujours ouverture, passe à terre ou lob passe. Bien. Go! Ok, top. Travail identique jusqu'ici. Prise du pick and roll, tu prends un tir extérieur au niveau des lancers francs. Après l'écran, Béranger, tu vas au cercle, tu joues le rebond. On fait 10 points marqués pour tout le monde. Si l'extérieur score directement, c'est 2 points. Si tu prends le rebond avant que ça touche le sol et que tu remets dedans, c'est 2 points aussi. Toujours le tir, sortie de balle. Go! 10 points. Voilà. On a un peu de tir, du rebond, ça enchaîne. Bon, si on touche le cercle, c'est plus facile pour le rebondeur aussi. Allez, on enchaîne. Allez, parti. Allez, rebond, très bien. Ça enchaîne, bien. Donc il me semble qu'on est à 6. Huit. Heureusement qu'on a les intérieurs rebondeurs. Oh, très bien, parfait. Évolution. Allez, parce qu'on a les intérieurs qui sont des 4-5, des joueurs capables de bien dribbler. Prends le pic. Tout à l'heure, on demandait un roll au cercle. Vas-y, pose d'écran. Milieu. Attends, hop. Un dribble, décale-toi, voilà. Sur l'axe, on y est. Maintenant, top, on va demander un short, ce qu'on appelle un petit roll, short roll ici. Recevoir la balle au niveau du elbow, passe à terre, pour prendre le tir ou feinter, un dribble, aller au cercle. Derrière, pour toi, passe. Petit temps de latence, mais ça va venir. Allez, on y va. Go! On est parti. Oh, le fumble. Allez, on est parti, toujours le dribble, prendre le pic, bien. Short roll.
Alors ce petit roll, il est particulièrement efficace quand il y a des joueurs dans les corners pour forcer les aides à venir et les extra passes. Voilà. Ça enchaîne. Allez. Et au fur et à mesure, bien évidemment, de l'échauffement, on va commencer à augmenter le rythme. Très bien. Allez, allez. L'objectif étant d'alterner un travail pour les intérieurs, un travail pour les extérieurs, ce qui est en réalité le jeu de pick and roll. Bien. Ok. Étape suivante. Maintenant, on imagine que défensivement, vous jouez une équipe, ce qui doit arriver, où sur les pick and roll, il passe systématiquement en dessous. Sur tous les pick and roll, ça passe en dessous. On y va. Bam, bam, bam. Je suis le défenseur un petit peu paresseux qui va passer en dessous. On est là sur pick et on va demander le repick, voilà. Faire l'écran derrière. Et pour l'instant, on va travailler sur ce joueur extérieur, prise du pick, repick, et vous avez deux options, soit le dribble, stop tir ici à 2 points, soit le stop, regardez le cercle et réattaquer pour aller au lay-up. Globalement, ce qui se passe sur... Attends, vas-y, joue le jeu. Défensivement, voilà, je passe une première fois en dessous, une deuxième fois en dessous. Soit je suis très bas et tu peux prendre le tir, soit sur le stop, je réavance et tu réattaques. D'accord? Allez, on joue pour l'instant pour l'extérieur. En place. Toujours sur la même routine. Oui. Et elle est pour toi. Alors on y va en 10 points, même principe. Les intérieurs, vous avez toujours le rebond off. Pique, repique. Voilà, passe près de l'écran. On a 4. Bien. Sur le stop, regarde-moi le cercle. Si tu rates tes pieds, je pense pas qu'il va venir, il va pas croire au shoot. Alors on y va. Ah oui, il y a du shooter ici, hein. Ça ne rigole pas, là. Allez, on y va. Oui. Ok, top. On reste toujours sur le pic-repic. Il y a la situation où le joueur descend, mais il y a aussi la situation où l'intérieur bloque. Ici, le petit, on va lui demander de rouler parce qu'il y a eu un changement défensif. Sur le deuxième écran, on bloque le défenseur extérieur. Le big man roule. Et on va demander ici au joueur extérieur, sur le repique, un dribble de recul pour donner de l'espace. Passe intérieur. Le grand, c'est attraper, feinter, partir sur un hook, ou attraper, feinter, power pour aller au cercle. Ça marche? On y va, go! Ouais. Oui. Voilà! Oh là là. Et tu sais qu'avec 30 cm de plus, là, il y a un petit contrat qui t'attend. Hein. Allez. Vous êtes des salauds. Très bien. Eh, la doublette. Allez, go. Voilà. Oh là là. Le nouveau Boris Dio. Ouais, très bien. Ok. Allez, ça enchaîne. Bon, ça glissate un peu quand même, j'ai l'impression. Ouais. On y est, très bien. Oui. Alors simplement par rapport aux espaces, on essaye vraiment. Le premier pic se fait ici, un pied à l'intérieur et 3 points, un pied à l'extérieur ici. Si le joueur ou la joueuse passe en dessous, sur le repique, on doit descendre et l'écran doit être plus bas. D'accord? Donc ici, c'est vraiment une volonté de réattaquer pour prendre un tir à 2 points extérieurs ou feinter, repartir. S'il y a eu un switch, lecture,
dribble de recul, et on passe. On y va. Et ça, encore une fois, c'est des défenses que vous pouvez retrouver souvent. Et il faut être capable de systématiser le pic, repique, les différentes lectures. Très bien. Petite blessure à l'épaule, là Ah, tu vois, là, par contre, là c'est The Dream. Hakeem Olajuwon. Bon, top. Juste une petite question. Est-ce que, bon, il n'y a pas une grande intensité, mais est-ce que ça commence à monter un petit peu Donc, vous voyez, non, mais encore une fois, c'est un échauffement. Bien évidemment que quand on l'a fait hier avec les pros, il y avait un peu plus de rythme, et au fur et à mesure, on augmentait la cadence. Mais l'idée, c'est ça. Simplement, venir, il y a une course, deuxième course. On va demander plus d'intensité, bien évidemment, sur les remontées, les prises, etc., les prises de pique, etc. Il y a un peu plus de ce match aussi avec les notes, mais là, c'était plutôt très bien techniquement, donc j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Et après, moi, je passe sur, voilà, juste, j'arrête pas pour montrer, j'ai juste à expliquer parce qu'on est sur une continuité maintenant. Et en fonction des types de défense que vous avez rencontrés, vous pouvez être sur un canevas d'échauffement et juste ajuster ce que vous mettez derrière. On va passer sur un petit travail avec du tir, par exemple, ce qu'on faisait en fin d'entraînement parfois. On va te mettre ici, Mike. Je vais ranger, je vais te mettre juste derrière. OK. Je vais te mettre en tête de raquette avec un ballon. Normalement, on devait être 6, on est 5, mais on va essayer de s'adapter. Alors, simplement, il y a... Attends, je vais te mettre juste derrière. Voilà. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Jusqu'ici, pas difficile. Les rotations, 1 va en 2, 2 en 3. Putain, t'es au top. Parfait. Alors, passe sur le post-up. Allez, on y va. Passer, couper. Tu coupes par le elbow. C'est ce que je demande, moi, sur la transition. Couper. Tu vas venir ressortir à 0 degré. Un dribble, 2 dribbles, passe, 0. T'es un shooter à 3 points, je le sens bien. Voilà. Tu prends ton tir. Pendant ce temps-là, Mike, pendant sa coupe, toi, tu fais un travail dos au cercle, tu vas mettre un panier. Près du cercle, facile. OK. Rebond, dès que tu as fait la passe, sprinter, revenir ici, attraper, voilà. Passe intérieur pour prendre le tir extérieur. OK. Rotation, elles se font derrière. Ça marche ou pas? Alors, on y va. Donc, à chaque fois, vous avez un tir intérieur, 2 tirs à 3 points, avec des mouvements un petit peu différents. On y va. Allez, go, passe, coupe, regarde la balle, viens ici, passez, enchaîne, et on prend le tir. Bon, t'es meilleur mid-range. Moi qui me donne mon ballon. C'est bon. Allez, on y va, go, passe, coupe. Allez, il a retrouvé son mojo. Passe, 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 voilà. Et tu tires. C'est simple, les 3 joueurs tirent. Voilà, tu suis le rebond, passe. Allez, ça enchaîne, go. Coupé. Oui, passe, tout de suite, ça enchaîne. Boum. Voilà. Et on se retrouve sur les tirs un petit peu différents. Allez, on va mettre un petit peu de rythme maintenant, et go. Oui. On reprend. Allez, ça enchaîne. Ouh, ouais, Boris Dio. Putain, du post-up, du shoot extérieur, c'est impressionnant. Allez, ça enchaîne. Dribble, 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 dribble. Ok, top. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place sur une fin d'entraînement. Il y a un petit peu de rythme, mais on est sur des situations qu'on peut retrouver en match. La première, passer, couper. Je vous dis, c'est ce que je demande sur la transition. Ça peut être aussi quelque chose sur une zone. Il y a une coupe, venir sortir dans le corner. Je prends le tir.
sur une passe qui vient du côté. Ici, sur le deuxième tir à 3 points, pour Mike, après ça passe, c'est les situations qu'on recherche. C'est-à-dire, la balle vient de l'intérieur, le joueur est placé, il est en rythme, il est face au cercle, c'est les tirs à 3 points, à haut pourcentage normalement. Après, on peut aussi mettre un petit travail... Mets-toi ici, tu t'es derrière, Mike, c'est ça? Passe. 3, 1, 2, voilà. Ok. On est comme ça. Et après, on peut aussi mettre un petit travail, encore une fois, technique. C'est-à-dire, tu passes, tu coupes, tu arrives sous le cercle ici, bim, 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 on va demander les temps d'arrêt. Et maintenant, on imagine, je suis en défense sur toi, je vais te suivre. Si je te suis, forcément, tu vas venir curler. Et là, top, erreur. Si on voit que le joueur suit et qu'il va curler, l'idée, c'est pas de venir réduire la distance, parce que ton défenseur ici, la passe est impossible. C'est de venir faire un dribble à l'opposé, curl. Et là, on a plus de place. Boum, passer. Et là, par contre, ce joueur-là, on va lui demander de venir descendre pour prendre le tir à 3 points à 0 degré. D'accord? On y va? Juste tir à 2 points après curl. Toujours tir de post-up. Tir à 3 points dans le corner. Allez, on y va. Go! Ah, ressort. Bon, ça glisse un peu, hein, c'est pour ça que la vitesse n'est pas... Par contre, ça plante. Hein. Il y en a qui met dedans un petit peu. Allez, allez. C'est à moi d'être stratégiquement ici. Allez, on y va. Ah, Mike, go! Ah, ça enchaîne, coupe, passe bien sous le cercle. Ouais, parce que là, le curl, il est compliqué quand même. Ça enchaîne. Bon, normalement, s'ils sont 6, il y a 4 ballons. Dans les enchaînements, ça va quand même un petit peu plus vite. Mais voilà, l'idée, c'est de changer du célèbre un ballon pour 2, shoot et suis. Là, on essaye de contextualiser. Alors, si vous ne demandez pas de sortie d'écran, vous ne ferez pas ça, mais voilà. L'idée, c'est encore une fois d'essayer de travailler sur des choses que vous pouvez voir sur vos formes de jeu. Ok. Ensuite, alors on va avoir une nouvelle situation. 2 ballons dans l'axe, 45 degrés à l'opposé. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je demande à mes équipes depuis un petit moment et qui m'appartient et je mets ça assez souvent à l'échauffement. Ici, Mike choisit de driver, on va dire, allez, main gauche, tac, tac, tac. Dès qu'il rentre dans la raquette, ce que je vais demander, c'est jump stop, s'arrêter sur un arrêt simultané. Feinter le tir, passe sur Germain. Passer sur Germain, et il sort dans le corner opposé. Germain, tu reçois la balle. Pour l'instant, je demande simplement de recevoir la balle dans un sursaut pour pouvoir réattaquer toujours au milieu. Un dribble, 2 dribbles, feinter, passer. Je sors dans le corner, sursaut. Et pour toi, drive, tu finis sur un lay-up pour l'instant. Ça marche? Allez, go! Oui. Encore, voilà. Et ça enchaîne. Passer, sortir corner. On y va. Pensez à la fin de tir. Feintez le tir. Oula, c'est compliqué ça. Ça enchaîne. Feinter. Opposé. Passer. Enchaîne. Enchaînement d'action. Chose qu'on peut retrouver sur une attaque de zone, par exemple. Prise d'intervalle. Feinter. Passer. Ressortir dans un espace libre. Oui.
Bien, bien. Oui. Ok, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Voilà, bien. Oui. Sur mes layups, c'est mieux. Mais si tu peux shooter avec mid-range, top, 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 top. Ok. Donc ouais, là, l'idée pour moi, c'était le constat que je faisais, c'était que sur mes équipes en général, quand les joueurs drivaient, ils partaient systématiquement sur un layup, même s'il y avait de la défense derrière. C'était soit des mauvais tirs, soit des balles à l'adversaire. Donc je me suis dit à un moment donné, la règle que j'avais mis en place, c'était on percute, tu as 1 contre 0, tu prends le layup. Il y a de la défense derrière, soit tu ressors en dribble, soit tu t'arrêtes sur jump stop et tu regardes ce qui se passe. Parce que quand tu as les pieds au sol, au milieu de la raquette, tu peux toujours tirer, tu peux trouver un grand sur la ligne de fond ou tu peux ressortir sur les shooters à 3 points. Quelque part, c'est un endroit où tu es en sécurité, même sur une attaque de zone. Par contre, il faut être capable de s'arrêter. Et le constat que j'ai fait, c'est que des gamins, ou la plupart des pros que j'avais, il y avait une incapacité à s'arrêter qui provoquait des mauvais tirs ou des pertes de balles. Donc on avait systématisé ça. Et spécialement face à la zone. Il y a une zone 3-2, prise d'intervalle, je viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient aider la deuxième ligne, il y aura peut-être une passe des intérieurs. Mais après, il faudra travailler aussi les mouvements des intérieurs derrière, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça. Passer. Donc on est sur le même principe. Drive, jump stop, fin de tir. Maintenant, sur les réceptions de passes, on va demander une feinte. Ça peut être attraper, feinte sur la ligne de fond pour attaquer le milieu. Ça peut être attraper, feinter, tir, toujours la volonté d'attaquer le milieu. Ou simplement feinter une passe pour pouvoir réattaquer le milieu. D'accord? Toujours finition sur un layup pour l'instant. Go! Attraper, feinter, partir. Utilisez les feintes. Ça enchaîne. Oui. Bien, passez. Ressort. Pense à la fin de tir. Regardez le cercle. Soyez dangereux. Pardon, j'ai pas l'heure. C'est jusque quand? C'est jusque quand? Non, t'as idée? Ok, ça marche. J'avais du terrain, mais bon, à 5, c'était compliqué. Comment? Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. T'as vu comment ils sont un peu? Non mais c'est Béranger, il a une telle mobilité. Bon, allez, top. Merci à nos charmants basketteurs. Tu m'as fait rêver. Donc encore une fois, je sais que c'est pas évident et j'aurais aimé pouvoir montrer plus de choses en pratique, notamment sur les travails et les traversées de terrain. Bon, simplement, mon bon cœur. Et puis l'investissement qu'ils ont mis, je pense que c'était compliqué de faire du tout-terrain là-dessus. Mais l'avantage de faire ces échauffements un petit peu demi-terrain, alors c'est vrai que ça court un petit peu moins, mais il y a plus de répétitions. Et à un moment donné, je pense que même s'ils n'ont pas mis une intensité démesurée, je pense qu'à la fin, ça chauffe quand même un peu. Et derrière, si vous avez besoin, moi ça m'arrive parfois, c'est un truc que j'avais pris enfin Éric Girard faisait ça aussi, de temps en temps il faisait des réchauffements. Moi, ça m'arrive que je demande à un joueur ou deux s'ils se sentent suffisamment chauds ou pas. S'ils me disent non, ben voilà, ils sont sur la ligne de fond, ils me font 3 allers-retours avec des gammes d'athlètes. On en met un et puis derrière, on est sur le 5-5 quand il y a besoin. Mais la plupart du temps,
quand on fait ça pendant 20 minutes, quand on met un peu d'intensité, quand il y a de la répétition, le premier exercice, je peux vous dire qu'on le fait 15 minutes. Quand on met un peu, voilà, on travaille sur les steps pour les extérieurs, le fait de réattaquer les big men qui viennent flasher. De temps en temps, il y a le coach et l'assistant qui sont avec un PAO, qui viennent leur mettre un ou deux brins pour être sur des situations un petit peu de match. Je peux vous dire, honnêtement, en 15-20 minutes, ils sont chauds et bien chauds. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et surtout, vous pouvez mettre du contenu. Encore une fois, un échauffement pour un échauffement, moi je pense que c'est vraiment 2 fois, si vous avez 1h30, si c'est 2 fois 20 minutes où il n'y a pas de contenu, c'est 40 minutes de perdu. C'est mon avis. Je le ressentais en tant que joueur, en tant que coach, c'est la même chose. Et avec le peu de temps que vous avez, si vous faites des choses comme ça, voilà, il y a du dribbling. Il y a un petit travail tactique aussi, parce que mine de rien, très peu de joueurs, il y a beaucoup de pick and roll, mais il y a très peu de joueurs ou de joueuses qui savent lire un pick and roll. Ne serait-ce que reconnaître la défense. Il y en a qui sont incapables de le faire. Voilà. Il y en a, ils vont vite. Des meneurs de jeu, ils vont vite. Même si l'équipe adverse fait 40 minutes à passer en dessous, à l'attendre au lancer franc, pendant 40 minutes, il va partir à toute vitesse, venir s'empaler dans les mecs. Et à un moment donné, c'est aussi notre rôle, à nous, entraîneurs, sur ce joueur, de lui dire, écoute, voilà, c'est bien, mais tu as une deuxième vitesse. Donc, module un petit peu les vitesses, prends le temps de voir ce qui se passe. Ton partenaire, il va te remettre un deuxième écran, et là, peut-être que tu auras la vitesse pour avoir le lay-up, ou alors forcer la défense à switcher. Et derrière, c'est différent. C'est-à-dire que votre meneur de jeu qui a une grosse qualité de vitesse, on lui apprend à ralentir, il utilise un premier écran, l'intérieur sait ce qu'il a à faire, repique, et on repart. Et là, une fois sur deux, ça va changer. Qu'est-ce qui se passe? Dribble de recul. Votre petit meneur de jeu rapide est marqué par un grand qui ne pourra pas le tenir. Et le grand, il roule pour venir près du cercle, marqué par un petit. Qu'est-ce que ça implique? Mismatch. Ça veut dire que le coach adverse, qu'est-ce qu'il va dire? Les aides, venez fermer sur le grand. Et là, peut-être que votre petit va pouvoir prendre de la vitesse, s'arrêter dans la raquette. Le joueur de votre shooter dans le corner là, qui est venu aider sur le mismatch, extra passe, tire à 3 points. Mais pour ça, il faut aussi que votre meneur de jeu, il soit capable sur la prise de vitesse de s'arrêter pour trouver la bonne passe. Et à la fin, en bout de chaîne, c'est bien beau tout ça. Mais comme dit mon Sébastien Bozon qui travaille avec moi, si en bout de chaîne tu ne mets pas les pannetons, ça ne sert pas à grand-chose. Donc à un moment donné, sur ce simple échauffement-là, si vous avez votre petit meneur mobilette, pique, repique, percuter, s'arrêter, extra passe, déjà vous gagnez en efficacité. Et encore une fois, c'est un échauffement assez simple. Même chose pour votre grand. Pique, venir ici, chercher le contact, capacité à attraper la balle, garder la balle en haut, parce que si la met là, il n'y a plus d'avantage de taille. Juste ici, feinter, le petit hook. C'est des choses qu'on peut travailler. Il n'a pas eu la balle, votre grand. Le fait de venir ressortir ici, ce que je vous disais derrière sur les drives, mon grand ici. 1 contre 1 de votre petit meneur. Je prends toujours le petit meneur qui n'a pas de tir. Je suis désolé, il va vite, mais il n'a pas de tir. Il drive. Qu'est-ce qu'il doit faire votre grand ici? Qu'est-ce qu'il doit faire votre grand pour tuer les aides? Dans le dos. Si la défense ici vient haut et haute, il vient dans le dos. Maintenant, si la défense reste basse ici, il vient sciller. Il est ici, le défenseur est bas. Allez, je mets un appui, je prends la prise de position.
C'est un écran. C'est-à-dire qu'ici, si votre meneur de jeu prend de la vitesse, il va au lay-up. Mais encore une fois, c'est des détails, mais c'est des automatismes qui s'acquièrent par de la répétition. Et ce travail-là, il faut le mettre en place entraînement après entraînement. Parce que derrière, sur le 55, vos joueurs ou vos joueuses vont prendre plus de plaisir. Parce que le simple fait ici de venir couper dans le dos de la défense, sur ce fameux drive, ça va obliger ce défenseur-là à faire un choix. Je viens fermer sur le petit, passe à terre, il y a 2 points. Je reste ici sur le grand sur la ligne de fond, je donne un lay-up. Mais encore une fois, ça demande énormément de temps. Ça demande énormément de temps. Donc c'est pour ça que votre réflexion est là-dessus. Qu'est-ce que je veux mettre en place en attaque? Quels sont les points forts et les points faibles de mon équipe? Qu'est-ce que je veux mettre en place et quel genre de tir je veux trouver? Et après, voilà, vous devez décomposer une forme de jeu, vous devez décomposer à un moment donné ce que vous voulez mettre en place sur chaque drive, sur chaque percussion, pour qu'à un moment donné, vous ayez un jeu sans ballon, une capacité à mettre les tirs dans les espaces que vous recherchez. Encore une fois, ça demande du travail. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie aussi d'avoir un groupe qui vit bien, qui partage la balle, qui trouve des bons tirs. Donc ça vous demande du temps. Par contre, si vous faites ça, vous aurez des joueurs ou des joueuses qui vont prendre du plaisir à venir à l'entraînement, qui vont se sentir progresser individuellement, qui vont être mis en valeur individuellement. Mais ça, c'est votre job aussi. Hein. C'est-à-dire que si à un moment donné, sur le match ou sur l'entraînement, votre petit meneur ou votre petite meneuse de jeu, mobilette, là, elle a 5 lay-up parce que 5 fois la grande, elle fait le job. Il faut dire, c'est bien, meneuse de jeu, mais c'est très bien ici aussi. Et cette joueuse-là, elle va être mise en valeur. Et le match d'après, parce que le scouting du coach adverse, il va dire, ouais, meneuse de jeu, si tu n'as pas fermé, elle va t'en mettre 20. Et puis ils vont faire la même action, et puis cette fois-ci, la coupe, c'est la grande qui va mettre les points. C'est tout bénef. Mais encore une fois, je répète toujours les mêmes choses, c'est du temps. C'est du temps. Vous en avez peu. Et encore une fois, je sais ce que c'est. Hein. C'est compliqué, 3 heures pour faire, je vous ai dit, jeu rapide, physique, l'adresse, fondamentaux individuels, pré-collectif, travail tactique, 5 contre 5, 3 heures, c'est rien du tout. Mais à un moment donné, on prend beaucoup de temps au départ à savoir où on veut aller. C'est ce qui prend le plus de temps. Je vous dis, ce que je dis toujours à mes joueurs, le moment stressant pour moi, c'est juste après le match. Parce que je dois préparer le prochain. Je dois essayer de savoir ce qui n'a pas été chez nous, l'équipe qu'on va rencontrer, et programmer ma semaine. Quand j'ai programmé ma semaine, j'ai déjà un poids en moins sur les épaules. Et si on fait ce qu'on a à faire, la plupart du temps, le jeudi, ce que je dis aux joueurs, hein, je dis maintenant, c'est vous qui avez les clés. Hein. C'est vous qui avez les clés. Vous savez ce qu'il y a à faire, on est prêt, vous êtes sur le terrain, c'est à vous de faire. Mais c'est pas évident. Et je le fais, c'est aussi difficile pour moi de le faire cette année avec l'A1 que ça n'était difficile pour moi quand j'avais la promo région avec l'objectif de monter au Portel. Parce qu'à un moment donné, la somme d'informations, j'ai plus de temps en N1, mais la somme d'informations à traiter est beaucoup plus importante aussi. Mais la rédaction, la façon de structurer mes entraînements est la même en N1, en Pro B qu'en promo région. Encore une fois, ce n'est pas les mêmes contenus parce que je ne vais pas vous dire que j'avais un Stéphane Bradford en promo région. Hein, c'est pas ça. Les joueurs ont un niveau différent, mais le travail collectif, ce qu'on veut mettre en place offensivement, défensivement, adapté au niveau de l'équipe, dans la réflexion, dans la structuration de l'entraînement, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. La volonté de gagner du temps, elle est exactement la même. Parce que c'est pareil, que ce soit en promo région ou en N1,
Si à un moment donné, on a travaillé ce qu'on avait travaillé et que tu dis aux joueurs au bout d'une heure et quart, les mecs, vous avez bien bossé, vous avez un quart d'heure shoot facultatif ou alors stretch. Et je peux vous dire par expérience que 90% du temps, il y a 90% des joueurs qui restent, qui font le tir et qui font du rap derrière. Parce qu'à un moment donné, on ne les a pas gavés pour les gaver. On a fait ce qu'il y avait à faire, ils se sentent prêts, voilà, ils ont envie de faire un petit supplément. Ils vont faire un petit peu de tir en plus. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, je vous rassure, mais un coup de temps en temps, ça peut être quelque chose aussi intéressant pour vous. Vous dites aux mecs, voilà, ou aux filles, excusez-moi, je suis un peu formaté, mais c'est pas... Vous leur dites, voilà, on a bien bossé, vous avez mis de l'intensité, voilà. C'est plus court. On ne peut pas le faire tout le temps. Mais un coup de temps en temps, c'est bien aussi. Et puis ça leur fait plaisir d'entendre qu'elles ont bien bossé, que vous avez confiance en elles, et que ça va rouler pour le samedi, donc elles ont leurs petites 15 minutes de shooting libre. Encore une fois, c'est à faire de temps en temps. Si vous êtes vrai, il faut que ce soit sincère. Hein. Il faut que ce soit sincère. Mais voilà, ça c'est des choses à faire aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Parce que je sais que je parle beaucoup, mais voilà. Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'entraînent plus de 2 fois par semaine, tiens? 2 fois. 2 fois? 3 fois? 3 fois 1h30? C'est le luxe. C'est bien ça. Et c'est quoi les objectifs du club? Voilà, écoute, c'est bien, au moins ils se donnent les moyens. C'est le seul qui a plus de 2 entraînements par semaine. Il y a pas ça. Non mais encore, c'est pareil, moi j'ai connu aussi la première année les partages de... Est-ce qu'il y a des gens qui sont obligés de partager leur créneau avec une autre équipe? Alors comment vous faites? Pour savoir si vous faites comme j'ai pu faire. Ça m'intrigue un peu. Qui est-ce qui est... Non mais ça vous subissez, je sais bien, mais c'est quoi? C'est équipe 1, équipe 2? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Un entraînement en ligne 2 et un entraînement en ligne 2. D'accord. Et tu as des... Ah oui, ça c'est un peu violent quand même. ça c'est un peu violent, ouais. Bon, je vais juste vous donner une anecdote et après je me tais. C'était le coach de Gravenchon. Est-ce que quelqu'un connaît Bruno Suarez? Voilà. Donc quelqu'un pour qui j'ai vraiment un immense respect. J'ai eu la chance, j'ai bien eu la chance de le jouer une année avec mon équipe réserve, on va dire, du Portel en N3. Et donc c'est un entraîneur qui est un exceptionnel formateur, qui a formé beaucoup de gens au Krebs de Normandie, qui a eu notamment coaché Parker à une époque quand il était petit, mais voilà, et qui a un gros réseau en Normandie, et qui a un petit club de Gravenchon qui est en N2 maintenant, qui a fait un petit peu l'actualité parce qu'ils ont signé Amadi Mackenzie. D'ailleurs, il faut que je l'appelle pour savoir comment ils ont fait. Et qui n'avait vraiment pas un rond, et qui avait toujours des équipes qui jouaient au basket, mais merveilleusement bien. Et voilà, ils arrivaient dans le gymnase, on a l'impression que c'était les spectateurs d'en face, mais non, c'était les joueurs. Ils avaient pas un joueur à 2 mètres, ils avaient des intérieurs à 1m95, 96. À l'époque, en N3, ça a dû changer depuis. Et par contre, ils jouaient un basket. C'était du jeu de transition, pick and roll dans l'axe, flex, et un système d'attaque de zone. Et ils avaient 3 formes de jeu. Donc, je parlais un petit peu avec, parce que c'est facile de sympathiser et de parler de basket avec Bruno, et je lui demande un peu comment il s'entraîne. Et à l'époque, il devait s'entraîner 3 fois par semaine, dont 2 fois avec l'équipe 2. Et Gravenchon était réputé dans la région pour, voilà, tu veux venir t'entraîner, tu viens à Gravenchon, pas de souci. Et il faisait 2 fois dans la semaine, il ouvrait, et il faisait des fondamentaux, du travail de jeu rapide, pendant 45 minutes, et derrière, il faisait du 5. Il avait beaucoup de monde à l'entraînement. Et comme il avait peu d'intérieur, bon, ça l'arrangeait, c'était pas difficile de faire. Je pense qu'il devait faire du 5 contre 5 contre 5 avec 20 joueurs. Avec un intérieur par équipe, et il jouait comme ça. Mais franchement, ça jouait à la perfection. Et donc, il faisait ça systématiquement ses 2 premiers entraînements. Et sur le 3e entraînement, il faisait un travail
de scouting, 2-3 petites adaptations, des petits trucs défensifs, comme il disait, pour embêter l'équipe adverse. Et il pouvait le faire parce qu'à l'époque, il n'avait vraiment pas de moyens, donc il n'avait aucune pression. Et moi, on a réussi à le battre 2 fois miraculeusement. On a été obligé de changer sur tous les écrans. Enfin, ça a été notamment chez eux, où on les bat alors qu'ils mettent 17 paniers à 3 points. Quand on prend 51 points à 3 points, ça fait mal. Surtout quand on décide de switcher pour éviter ça. Mais voilà, c'est une équipe qui jouait vraiment très très bien au basket. Et voilà, j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête parce que je me suis dit, avec peu de moyens, il a réussi à optimiser au mieux son temps de travail, les joueurs qu'il avait. Puis les mecs, voilà, ils avaient tous la capacité à jouer pick and roll. Les grands, ils pouvaient s'écarter, ils pouvaient rouler. Ça jouait à la perfection dans les espaces. C'était, ils avaient beau avoir 2 formes de jeu, c'était inscoutable. C'était une horreur. Et puis défensivement, on ne savait jamais ce qu'ils allaient nous proposer. Et voilà, pour moi, ça a été j'ai eu cette chance de coacher en région, de coacher en N3, de coacher en N2, et parce qu'on voit des gens un peu avec des cultures différentes, etc. Et voilà, je trouve que Bruno, sur ce qu'il avait fait sur ces années, d'ailleurs il est monté en N2, il s'est maintenu, là il est en train de faire encore une belle petite saison. Voilà, je trouve que c'est un bel exemple et j'aurais aimé, quand j'étais coach de région, le rencontrer un petit peu plus tôt parce que je pense qu'il m'aurait fait piger des trucs un peu plus vite. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'est possible et même, Dieu sait que le niveau N2 garçon, quand il n'y a pas de moyens, c'est compliqué, mais qu'à un moment donné, avec des idées, avec du travail, avec une cohérence sur plusieurs années, avec un groupe de joueurs qui fonctionnent ensemble, il y a moyen de faire des belles choses. Et voilà, je voulais juste, je vais envoyer un petit texto ou un petit message pour lui dire, mais voilà. Bruno sur RS, Gravenchon, suivez les résultats et vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens pour faire des belles choses. Question? C'est bon? Je vous libère? C'est tout bon. Parfait. Bon. Alors, Et rien.